L'audience de confirmation des charges retenues contre le président Laurent Gbagbo tire droit vers son terme. Après 5 jours de débat, parfois houleux, entre le bureau du procureur et la défense, le monde entier serait-il en train de vivre, en live, la vérité que la France de Nicolas Sarkozy avait voulu cacher au reste de ses alliés occidentaux? À ce stade de l'audience, où la part est revenue à la défense depuis le vendredi 22 février 2013, d'éprouver l'innocence du président Laurent Gbagbo, Evet News TV, toujours en collaboration avec le groupe Les Amis de Blé Goudé, personnage clé selon le procureur dans le dispositif du régime de Gbagbo, revient ici sur le parcours légendaire d'un homme de paix et qui a fait accepter les rebelles par le peuple de Côte d'Ivoire. Mon frère, de quoi? Rencontre déterminante à Yamoussoukro entre deux acteurs majeurs du processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, responsable de la jeunesse patriotique, et Isiaka Ouattara, dit Ouattao, numéro 2 de la branche armée des forces nouvelles. Le processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire piétine sur 2 questions: aller aux élections avec ou sans le désarmement, aller aux élections avec la liste électorale en l'état, sans nettoyage, sachant que les inscrits sur cette liste bénéficieraient systématiquement de la carte nationale d'identité. Les 2 hommes, devenus amis en pleine belligérance, donc à contre-courant des événements et des circonstances, ont mis à profit leurs relations pour échanger sur la question pendant 1h30 de tête-à-tête en plein air. L'atmosphère conviviale qui a suivi cet entretien laissait déjà transparaître leurs déclarations, apparemment rassurantes. L'objet de ma visite, c'est d'apaiser la situation. Et sachant les relations qui sont entre mon frère et moi, nous avons décidé de se retrouver ce soir et mettre balle à terre pour qu'on puisse continuer dans le processus. On va voir quelques détails du débat, puisque la question du désarmement et du nettoyage de la liste électorale. Alors vous, en tant que militaire, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au désarmement? Un mot de désarmement, c'est que la question va se dérouler entre le président et son premier ministre. Donc c'est ce que je peux dire pour ce problème de désarmement. Ne venons plus encore dans l'affaire de combat, il n'y aura plus de combat en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Voilà. Vous le voyez bien en tenue officielle. Je pense que c'est la personne la mieux indiquée qui pouvait parler avec moi. On s'est parlé profondément. Et je lui ai vraiment dit ce que je ressentais, ce qui était mon état d'âme. Et je pense qu'on s'est compris. Il n'y a aucun problème qui ne trouve pas de solution sur cette terre. Et toute amitié se nourrissant de vérité, de sincérité, chaque fois qu'il y aura un problème, la chance que les Ivoiriens ont et que la Côte d'Ivoire a, c'est que nous pouvons nous retrouver rapidement pour nous asseoir entre amis et parler. Les autres pays n'ont pas cette chance-là. Et je pense que nous allons continuer sur cette lancée-là pour à chaque fois relever les problèmes et puis les poser et puis les régler comme on peut en Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas que à chaque fois qu'on soulève un problème, les gens voient en cela une rupture. Non, ceux qui vivent ensemble ont toujours des problèmes. Il faut avoir le courage de les soulever. Quand vous ne les soulevez pas, ça pourrit la situation. Et puis un jour, vous surprenez tout le monde avec un éclat. Et je pense que ce n'est pas bien. Arriveront-ils, comme ils l'ont fait tout au long du processus en cours, à détacher cet autre nœud gordien qui vivra, verra? Aussi, au moment où le bureau du procureur tente vaille que vaille de faire porter le syndrome de la violence aux jeunes patriotes à la solde du président Laurent Gbagbo, le commandement supérieur des FN reconnaît ici que les jeunes patriotes ont toujours manifesté les mains nues. Si la grande armée même a accepté de reconnaître le président de la République, ce n'est pas les patriotes qui vont nous inquiéter. Ce n'est pas une armée. Et ils ne font que bavarder. Et c'est sans compter avec la mauvaise foi de ceux qui affichaient hier une certaine honnêteté envers le régime de Laurent Gbagbo, ont décidé de trahir le président lui-même, Blé Goudé, et le peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons pris la décision de faire partir M. Gbagbo par tous les moyens. Et ça se fera. Y compris par les armes. Je dis, l'option militaire est sur la table, elle n'est pas exclue. Et nous sommes convaincus que les jours de M. Gbagbo sont comptés. Ma présentation va donc porter sur les événements qui se sont déroulés
au mois de décembre, soit plus précisément le 16 et 19 décembre 2010 à Abidjan. Donc pendant et après l'événement qui est mieux connu comme étant la marche sur la RTI. Les forces pro-Gbagbo ont réprimé cette manifestation dans la violence dans divers quartiers d'Abidjan, et ce, jusqu'au 19 décembre 2010. Elles ont tué, rappelons-le, des chiffres conservateurs d'au moins 54 personnes, blessé grièvement au moins 54, ainsi que violé au moins 17 femmes et jeunes filles. Lors de cette présentation, je parlerai tout d'abord du contexte entourant la marche, les mesures prises par les forces pro-Gbagbo et leur déploiement pour bloquer les manifestants. Je vous montrerai ensuite les points de rassemblement et les routes empruntées par les manifestants. Enfin, je décrirai les différents crimes commis contre la population civile d'Abidjan entre le 16 et 19 décembre. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un support visuel afin de faciliter la localisation des lieux que je vais décrire. Alors, le premier plan. Vous pouvez voir dès à présent le premier plan apparaître sur vos écrans, qui représente une vue d'ensemble d'Abidjan avec quelques indications de lieux, dont l'emplacement de la RTI qui est identifié par une petite tour. Les 13 et 14 décembre 2010, M. Guillaume Soro, le premier ministre de M. Ouattara, a invité la population à prendre part à une marche pacifique afin de libérer la RTI et d'installer un nouveau directeur. Le témoin P117 rapporte que M. Soro a déclaré, et je cite, « Nous allons procéder à une marche pacifique. Nous ne serons pas armés. Alors pourquoi avoir peur ?» Et revenons maintenant au premier événement dont parle le procureur. La manifestation du 16 décembre 2010 devant introniser, selon les termes du procureur, le nouveau directeur général de la RTI, Bouaka Pascal. Evenou TV vous invite à suivre ou à revoir comment les RFRC, Soro, l'ONUCI, la LICON, tous au service de Ouattara, ont organisé, planifié cette manifestation que le procureur qualifie de pacifique. 1. Le jeudi 16 décembre 2010, le gouvernement, au grand complet, se rendra dans les locaux de la RTI pour y installer le nouveau directeur général, M. Bouaka Pascal. 2. Le vendredi 17 décembre 2010, afin de faire face aux préoccupations des Ivoiriens et surtout pour abréger les souffrances des populations, le gouvernement au grand complet tiendra le conseil de gouvernement dans les locaux de la primature, ici au plateau. Le ministre Patrick Achi, porte-parole du groupement politique, donne les contours et la nature de la manifestation devant la presse internationale. Le Premier ministre a adressé, comme je vous l'ai dit, des courriers en tant que ministre de la Défense aux forces de défense et de sécurité qui assurent donc la coordination des marches comme d'habitude. A adressé également un courrier aux forces de l'ONUCI. Vous savez que le mandat de l'ONUCI, c'est de sécuriser et de protéger les civils. Je crois que c'est là le lieu d'insister encore là-dessus. Un courrier leur a été adressé et je n'ai aucun doute qu'ils assureront la sécurité donc des civils et des citoyens qui participeront à cette marche pacifique. Je rappelle encore une fois de plus qu'il s'agit d'une marche pacifique, de citoyens, de civils. Une fois la presse renvoyée, d'autres consignes qui ressemblent plutôt à un assaut militaire sont données à la branche armée, la rébellion des forces nouvelles. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé.
vous devez vous tenir prêt. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme si les deux patrons ont déjà parlé, nous n'avons rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. 45-8 heures, rassemblement à la piscine. Et tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Ce jeudi matin, les hommes des forces nouvelles, aidés par des personnels militaires de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, préparent l'attaque. Mise en place, position dans les tranchées, sur le champ de bataille. Les casques bleus aux côtés d'une rébellion contre des forces régulières. Le spectacle est surréaliste. RPG 1. RPG 1. Il faut descendre un peu. Allez, tu donnes. Mets-toi à genoux. Tu vas voir. Pancarte là. Allume. Pancarte là. Pancarte là. Aïe. Dans la ville d'Abidjan, les soldats FAFN, près de 1700, venus en basse-côte pour sécuriser le deuxième tour du scrutin électoral, ne sont pas tous retournés à Bouaké. Ne pouvant faire un mouvement de masse, ces personnes, habillées en manifestants, tirent sur les forces de l'ordre à balles réelles. 10 d'entre elles sont tuées. Au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, Philippe Mangou, s'est rendu ce samedi à l'hôpital militaire au chevet de ses frères d'armes blessés avec la complicité ou la participation des éléments de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Retour sur les affrontements entre forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et forces armées des forces nouvelles jeudi dernier à l'hôtel du Golfe. Nous sommes tombés dans une embuscade. On commençait à rafaler sur notre véhicule.
On nous a dit de descendre. Quand on est descendu, ils nous ont mis dans un caniveau. Là, ils ont abattu deux de nos gars. Ils ont tiré sur moi. Donc, quand ils ont tiré, il y avait un caniveau à côté. Je suis tombé dans le caniveau, le monsieur Jules est mort. Puis il y a un tunnel qui passait par là. Je suis rentré dans le tunnel. Et là-bas, j'étais couché pendant au moins 2 heures du temps. Puis après, je suis ressorti. C'est là que j'ai vu nos gars qui sont venus me secourir. Bon, et tous ils portaient un brassard bleu. Et tous ils portaient un brassard bleu, les pères de crêpes. Ils étaient en demi-saison. Demi-saison. Ils portaient un brassard bleu sur l'épaule. Les combattants en brassard bleu sont bel et bien des éléments des forces armées des forces nouvelles, portant ainsi des brassards de l'ONUCI pour tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Autre fait à mettre sur le compte des soldats de l'ONUCI, des policiers ivoiriens atteints dans la nuit du vendredi à samedi. Hier, aux environs de 23h15, nous quittions les 2 plateaux et au niveau du feu rouge avant le carrefour de la vie, on a aperçu un char qui a quitté dans le sens du lycée technique. Il a traversé, il s'est arrêté au bon milieu de la route et il a regardé dans la direction de la RTI. Quand on arrive à leur niveau, on a constaté qu'il y avait un deuxième char qui était derrière lui, mais qui n'avançait pas. Donc on s'est mis devant lui et je lui ai demandé, mais vous allez où? Vous cherchez la RTI, c'est la RTI qui est là-bas. Il dit non, je ne cherche pas la RTI, mais vous allez où? Il dit il ne comprend pas français. Il dit, moi aussi, je ne comprends pas anglais. Et bon, vous allez où? Il dit non, qu'ils sont perdus. Il dit, bon, vous allez vous retourner. En vous accompagnant, vous allez vous retrouver. Il dit où? J'ai dit non, à Sébreko. Donc allons à Sébreko. Il dit, ils vont tourner, il dit non, vous faites marche arrière, les 2 chars, et nous on vous suit. Ils se sont exécutés. Nous sommes arrivés au niveau des sapeurs-pompiers, j'ai aperçu un pareil de policiers, je me suis présenté. Je leur ai dit que j'ai reconnu un policier dedans qui m'a vu, il dit, chef, vous allez où? J'ai dit non, ils disent qu'ils sont perdus, donc je les accompagne à Sébreko, pour ne plus qu'ils se perdent encore. Donc on est parti, arrivé au niveau de la gare nord, ils sont allés vers Bobo, on a coupé devant eux, on leur a dit, Sébreko, c'est pas là-bas, retournez, on va partir à Jeudi, ils ne connaissent pas la route, bon, suivez-nous. Arrivé au niveau de pharmacie à Ban, là, on leur a dit de passer devant. Ils sont passés devant et on est arrivé au niveau de Sébreko, je savais qu'il y avait un poste d'observation là. Donc je me suis présenté encore, et on est parti, on est arrivé devant le portail, ils disent qu'ils ne rentrent pas. Je dis, bon, si vous ne rentrez pas, nous aussi on dort là. Et il y a un qui est en haut là qui a dit que si on ne bouge pas, il va tirer. On lui a dit, il faut tirer. Tirer. Vous êtes une mission de paix. Si vous êtes venu faire la guerre, tirez sur nous, il n'y a pas de souci. Et on est resté là, ils ont fait 30 minutes à nous, ils font comme si le chat ne peut plus bouger. De toute façon, on va rester ici. Vous n'avez pas sommeil, on n'a pas sommeil. Et après, ils se sont résolus à rentrer. Et on a démarré. On a pris le pont maintenant pour venir juste un peu vers notre poste d'observation. Et tout d'un coup, j'ai entendu des rafales par derrière. Et le chauffeur, il a accéléré un coup. Je lui ai dit, arrête-toi. Alors que moi, j'étais le copilote et j'ai pris la balle là. On a essayé de soulever Martial pour le mettre derrière le véhicule pour partir. C'est en ce moment qu'il est venu prendre la voiture, il n'a pas pu démarrer. Donc il y a un véhicule qui venait, mais en ce moment il agonisait. Comme il est costaud, on ne pouvait pratiquement rien. Il agonisait, il avait presque rendu l'âme. Et il y a un véhicule. Finalement, pour avoir manqué à sa mission de maintien de paix, l'ONUCI sera dénoncée par la population ivoirienne qui demandera ensuite son départ du pays. Derrière la décharge. Et quand je venais, il y a une autre information qui me dit qu'ils sont devant le nouveau camp. Et c'est ce que j'ai fait avec la population d'Akwedo. Nous sommes rendus sur les lieux. Ils disent qu'il y a le chat qui est en panne. C'est ici, on n'est pas les chats. Et on a voulu intervenir, les militaires ont dit comme c'est devant un camp, ce n'est pas tellement bien que de les repousser un peu. C'est ce qui a été fait tout à l'heure là. C'est pas à cause d'une simple élection qu'on va traiter les Ivoiriens pour des animaux. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, en Libye, en Tunisie, en Égypte, le peuple a parlé. Mais pourquoi pas le peuple ivoirien? Pourquoi? Pourquoi cette situation dramatique qu'on fait souffrir les Ivoiriens? Il y a d'autres qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Mais j'appelle les Ivoiriens à défendre la souveraineté de leur pays. Ce n'est pas le président Gbagbo, mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a beaucoup qui ne sont pas LMP. Mais puisque la Côte d'Ivoire est bafouée, l'État ivoirien est bafoué, le Conseil constitutionnel est bafoué, c'est ce qui exprime ma détermination
À mon âge, j'ai 60 ans. Je ne peux pas me mettre sur la route. En tant que responsable du village d'Akodo, je ne peux pas me mettre sur la route. Comme ils ont dit qu'ils vont attaquer de manière simultanée les villages ébriés, les villages d'Akan, c'est pourquoi je suis sorti comme tu. Et si je meurs aujourd'hui, demain, je ne mourrai plus. Mais mon fils, mon petit-fils viendra combattre le vrai combat que Gbagbo est en train de mener. Je voudrais donc profiter pour féliciter les chefs Akan. Parce que cet après-midi, près de 4 chars de l'ONU qui se dirigeaient vers le camp d'Akwedo, le camp militaire de Côte d'Ivoire, a été bloqué par ces chefs Akan. Je voudrais les féliciter et je veux que tout le monde fasse comme eux. Tu as un véhicule, dès que tu vois un conteneur de l'ONU, il faut barrer la route. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont dans un État qui est dirigé qu'après du conteneur. Ils ne sont pas dans un État conquis. Pendant que le panel qui est arrivé en Côte d'Ivoire pour évaluer la situation au nom de l'Union africaine, pendant que ce panel-là travaille, l'ONUCI fait autre chose en Côte d'Ivoire. L'ONUCI prête ses hélicoptères aux rebelles pour les transporter du Golf Hotel via l'hôtel Sobroko pour les amener à Abobo et les disséminer dans toute la commune pour déstabiliser le régime de Gbagbo Laurent. Voilà le rôle que l'ONUCI joue en Côte d'Ivoire. L'ONUCI arme, l'ONUCI forme, l'ONUCI transporte les rebelles. Mais dans quelle optique? Pendant qu'on parle d'une solution pacifique, à travers la négociation, l'ONU fait autre chose. Ce que vous avez fait au Libéria, ce que vous avez réussi au Congo, ce que vous avez réussi au Rwanda, en votre présence, des populations ont été exterminées. Nous ne vous permettrons pas de faire cela en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je demande à tous les jeunes de Côte d'Ivoire d'empêcher l'ONU de rouler, de se déplacer à travers la commune d'Abidjan, à travers le district d'Abidjan. Mais parce que, finalement, l'ONU n'est plus en Côte d'Ivoire pour une mission de paix. L'ONU est en Côte d'Ivoire pour faire la guerre à la place des rebelles. Parce que l'ONU a menti au monde entier, à travers Tchoy. Ainsi donc, l'ONU fait la guerre, prête sa radio aux rebelles, monte une télévision pour les rebelles, transporte les rebelles. Cela ne peut plus continuer et cela ne doit plus continuer. Est-ce que les gens ont encore une considération, une petite considération pour l'Afrique? L'Union africaine a décidé d'une négociation. Et elle est en cours. Pendant ce temps, l'ONU organise la guerre. On ne peut plus accepter ça. Si tu es à Yopougon, tu es à Koumassi, tu es à Port-Boué, tu es à Makori, tu es à Djamé, tu es au plateau, partout où tu es, tu dois empêcher l'ONU de circuler. Et pour que tu prennes les dernières consignes, je te convoque demain, dès 9 h, à prendre part à la grande assemblée générale que nous organisons pour donner les dernières consignes au baron de Yopougon. Demain, l'histoire te regarde et tu dois participer à écrire la nouvelle page de l'histoire de notre Côte d'Ivoire. Nous voulons bien vivre pour que notre pays puisse se développer, mais aussi que l'ONU sache, que les rebelles sachent que nous sommes prêts à mourir aussi pour cela. Fatigués des fermetures inutiles des banques, sans procédure aucune, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Il faut que l'ONU parte. Parce que ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, là, c'est pas normal. C'est une force impartiale. Elle doit jouer son rôle d'impartialité. Quand elle circule dans la ville d'Abidjan, et on apprend que c'est elle qui fait passer les rebelles dans les quartiers et les positionne. On ne doit pas prendre une telle information même sur l'ONUCI. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de doute dans les activités de l'ONUCI. Avant-hier, on a vécu une situation à Sebroko là-bas, et à la Sorbonne. L'ONUCI s'en prend aux jeunes. Et moi, un ami, il s'est fait lyncher par les jeunes de Boribana devant les soldats de l'ONUCI. Et ceux-là ne sont pas venus secourir le jeune homme. Moi, je veux que l'ONUCI parte parce qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Ils n'arrangent rien, quoi. Au contraire, ils aggravent encore les choses. Bon, on a vu sur la chaîne télévision ivoirienne, là, les rebelles habillés en casque bleu, tout ça. Donc, ils habillent les rebelles, ils les approvisionnent, tout ça. Donc, ils les arment, ce qui n'est pas bien. Donc, on ne veut plus les voir. C'est mieux qu'ils partent pour que
la situation s'arrange, c'est mieux qu'ils partent. Le plus fort n'est jamais assez fort pour rester toujours le maître. Malheureusement, la France de Sarkozy reste impénétrable à cette vérité qui pourtant émane d'un digne fils de la France éternelle. Cela dit, elle s'attelle vainement à transformer sa force militaire en droit et faire de la soumission un devoir en Côte d'Ivoire. La pseudo-indépendance de la Côte d'Ivoire n'a pas rompu l'emprise tutélaire de la France sur ce pays. Les contrats génériques de défense signés avec tous les États africains vident l'indépendance de son contenu matériel et de son sens. La déclaration d'indépendance des États-Unis affirme qu'il est du droit de tous les peuples, de leur devoir, de dissoudre les liens politiques qui les ont attachés à un autre quand ceux-ci leur portent préjudice. Comme la France, les États-Unis d'Amérique semblent être en train de surprendre aussi la Côte d'Ivoire. La réalité du terrain nous enseigne que l'Organisation des Nations Unies n'est qu'un cercle d'alliés ayant pour but de coordonner les intérêts des grandes puissances et d'épargner la guerre aux Occidentaux, tout en encourageant leurs projets hégémoniques dans le reste du monde. Nos organisations sous-régionales sont aux ordres des grandes puissances, liées qu'elles sont à leurs intérêts. Leur réflexe est d'abord d'obéir et de réfléchir après. Les grandes puissances nous endorment avec leur télévision et radio dites mondiales pour nous enclaver psychologiquement. Mais l'Afrique digne se réveille, celle qui a payé cher pour sa liberté, comme tous les peuples sincèrement liés. L'Angola, l'Afrique du Sud, l'Algérie, etc. Cette Afrique digne-là a vite compris que les relations internationales ne sont pas, dans les faits, encadrées par le droit international. Et qu'en dernier ressort, droit est à la force dans les relations internationales. La Côte d'Ivoire doit vivre son apparente solitude avec courage et dignité. Ainsi vont les choses, belle Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer et les autres rient. Mais demain, quand tu seras en train de rire, ils pleureront. C'est bien Dieu, et non les hommes, qui a choisi de placer Canaan après le désert et le paradis après la mort. D'ailleurs, le seul chemin qui nous mène à la terre promise est désertique.